Alright. Thomas Salut, Louis ça va? Lafleur, what's up, man? Ça va? Yes. Fait que ça, c'est un de nos petits chats exclusifs. Que c'est juste une manière pour moi d'avoir de ton temps puis de te parler Tes problèmes de ce qui me comptables. tente. Euh, Qu'est-ce que je devrais faire avec mon début de ouais, c'est cotisation? ça. Fait qu'à l'écran, vous allez voir l'état des finances de François. Mais l'état des résultats. Non, pour ceux qui te connaissent pas, man, genre en Je 2,5 suis secondes. associé fondateur du Chiffre, un bureau comptable qui accompagne des SaaS et des boîtes technologiques. Exact. Fait que pour la majorité du monde, ils vont savoir t'es qui, ils vont savoir c'est quoi le chiffre surtout, un Mhm. partenaire certifié que ça se passe. Puis là, ce type de conversation-là, c'est vraiment pour rentrer dans des sujets qui nous intéressent les deux puis qui ont des grosses Ouais. chances d'intéresser l'audience. Fait que toi puis moi, on va back and forth en Ouais. DM, on s'envoie des courriels. Des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord. Toi, t'as des opinions fortes sur un paquet d'affaires. T'écris Ouais. sur ton LinkedIn Ouais. perso de façon steady, du bon content. Fait que là, on était là, ben, Mhm. faut qu'on jamme sur certains trucs. Puis aujourd'hui, le truc qui m'intéresse le plus, ça a été inspiré d'un de tes posts LinkedIn par rapport à Ouais. la profitabilité. Puis la prémisse, c'est est-ce que tu es vraiment profitable comme compagnie, comme SaaS, si tu te payes pas comme founder? Fait que je te shoot direct la question, de voir Ben, c'est quoi tes thoughts. en premier lieu, quand j'ai écrit cette publication-là, j'avais pas nécessairement les boîtes technologiques en tête, j'avais surtout les entreprises de services professionnels. Ce qui veut dire, tu sais, quand tu vends ton temps, traditionnellement, là, si Ouais. tu ne te payes pas avec ta boîte ou que ça passe pas à l'état des résultats, d'un certain point de vue, tu finances ton entreprise avec ton temps, tu subventionnes ton entreprise avec ton temps. Fait que, puis souvent Mm. les entrepreneurs font comme, hey, ça va super bien, j'ai généré 50 000, 60 000 de profit, mais tu t'es peut-être pas payé à ta juste valeur. Puis aussi, tu vas te rendre compte à un moment donné que quand tu vas essayer Mm. soit de passer au prochain niveau, ce qui veut dire de scale up ton entreprise, ben là, ça ne fonctionnera pas parce que tu ne pourras plus subventionner. Fait que toutes tes métriques sur lesquelles tu te basais, hey, je fais 50% de marge, non, c'est pas vrai, tu subventionnais, ben ils vont pas suivre. Ou tu vas juste essayer de vendre ta boîte, puis là, après ça, tu te dis, hey, moi, c'est un multiple de mon profit net. Puis là, la personne va juste rentrer là-dedans pour faire, OK, c'est quoi ton salaire? Mais moi, si tu pars demain matin puis je te remplace, ben, c'est pas Ouais. 75 000, je te paye, c'est 200 000 parce que tu portes 8 chapeaux. Fait que ça fonctionne pas. Euh, Ouais. Ça, je le mets dans un contexte de service professionnel. Ça s'applique dans une entreprise qui est mature d'un point de vue technologique. C'est juste que, tu sais, le code, ça marche un peu différemment que du temps. Ce qui veut dire que, tu sais, quand ton code, OK. il génère du cash, puis tes assets que tu as mis qui génèrent du cash, puis t'es pas en train de travailler, techniquement, tu sais, à moins que tu fasses du service à clientèle, puis des trucs de même, c'est quand même du profit qui Ouais, rentre je dans tes comprends. poches. Fait que je serais pas aussi drastique puis coupé au couteau dans mon conseil pour une entreprise tech parce qu'à un moment donné, ton code, il roule. Tu Ouais. sais, tu peux faire rouler ton Rapper GPT puis qui te génère 1000$ par mois puis dire que garde, c'est 12 000 de profit par année. Euh, puis, mais tu sais, Ouais. techniquement, t'as pas besoin d'affecter une partie de ton salaire à ça. Là. Fait que je serais moins enclin à dire, OK, ça fonctionne pas. Là. OK. C'est bon, mais ça me permet de mieux Ouais, catcher ton take là-dessus. Fait que je te poserai la question, tu sais, hypothétiquement, dans les ouais, compagnies de tech, les compagnies en SaaS, mettons, que t'as une personne ouais. fondatrice qui se paye pas, souvent, je pense, du moins, souvent, cette personne-là va travailler en Exact, ouais. innocent pareil. Ouais, ou ça va être plusieurs founders. Right? Fait Puis les attentes, c'est qu'on travaille en innocent pareil. Puis dès qu'il y en a un ouais. qui travaille pas en innocent, comme là, ça implose. Il n'y a pas de notion de dire Ouais. hey, si je travaille plus que Ouais. toi, je devrais te rémunérer plus ou d'avoir. Tu sais, c'est comme les deux, on subventionne au maximum Hmm. de notre temps sans se payer. Puis c'est comme la rançon de la prise de valeur que l'entreprise va prendre. Exact. Exact. Je pense qu'un cas pour du SaaS qui va, mettons, qui cristalliserait un peu cette approche-là de dire t'es pas vraiment Ouais. profitable si tu te payes pas, c'est quand tu fais un Mhm. solopreneur SaaS, mettons. Fait que là, cette personne-là, je veux dire, elle travaille temps plein, elle se dédie à la Ouais. construction d'un SaaS indépendant, peu importe c'est quoi l'app, là. Puis si elle n'est pas capable de générer un Ouais. salaire de ça, un revenu de ça, ben là, clairement que genre, elle est Ouais. loin Ça, d'être profitable. Parce que le but ultime, c'est pas juste de créer de la valeur. Ben, I guess, tu pourrais faire l'argument que genre, tu te payes pas pendant un bout pour genre créer de la valeur dans une compagnie que tu vas refitter ouais. un peu plus cher, Mais, mais. tu sais, puis OK, je vais te donner l'exemple que j'ai eu.
qu'on a eu pas mal, là, c'est quelqu'un qui fait une app Ouais. mobile. Mettons, puis les apps mobiles, on le sait que ça génère pas beaucoup OK. par download. Puis Hmm. pendant des années, cette app mobile-là générait 20 000, 30 000, 40 000 de revenus par an. Puis là, à chaque fois, il y avait des nouvelles features qui sortaient, puis les gens travaillaient à temps plein là-dessus. Mais de façon effective, ils se payaient un salaire de 30 à 40 000 par année pendant des années et des années. Mais c'était, tu Hmm. sais, ils se cassaient la Ouais. tête quand même sur cette app-là. C'était pas une app qui laissait aller, puis elle générait du profit, puis eux autres, ils travaillaient sur d'autres choses. Fait que si tu sais, il y a comme le cas A que tu Ouais. continues à travailler, puis ça devient prenant, puis tu travailles tout le temps sur la même chose, puis tu travailles sur le marketing, puis là, tu fais des initiatives, tu vas faire des posts Reddit, tu vas faire toutes sortes de trucs pour le faire. Ça t'occupe à temps plein. Puis là, à un moment donné, c'est supposé générer quelque chose qui est meilleur que si tu allais travailler comme développeur chez Coveo, puis tu générais tu faisais de l'argent. Fait que ça, c'est un cas. L'autre cas, c'est que tu as fait ton app, puis tu es capable de travailler sur d'autres choses, puis c'est juste un asset qui roule. Fait qu'il y a une grosse distinction entre c'est un projet temps plein que je gosse dessus pendant 5 ans et un projet que j'ai mis 6 mois pour créer un asset, puis un peu comme un immeuble. Une fois de temps en temps, je vais m'occuper de mes portes, mais normalement, il va rouler. Puis je peux le flipper sur acquire.com, je peux faire toutes sortes d'affaires avec. Fait qu'il y a une grande distinction entre les deux. Puis j'ai vu les deux en passant, là. Euh, Ouais. Fait que l'important, OK. c'est que quand tu te casses la tête année après année, faut que tu réalises, est-ce que c'est une job que j'ai? Je suis en train de travailler sur ma job puis je fais moins d'argent que si je faisais autre chose, ou je suis en train de bâtir un asset qui va vivre sans moi, là. Hmm. Puis une des manières d'avoir un proxy sur cette question, pour la réponse à cette question-là, c'est comment est-ce que mon temps est Exact. récompensé, I guess. Parce que si le temps que j'ai investi année après année n'est pas récompensé à sa juste Ouais. valeur du marché, ben là, tu pourrais probablement faire l'argument que t'es pas en train de créer quelque chose qui va avoir une valeur pour d'autres personnes, Oui, peut-être? exact. Puis dans le fond, que le marché te rémunérerait mieux si tu faisais juste vendre ton temps. Puis, tu sais, Hmm. il y a plein d'intangibles là-dedans aussi, là. Tu sais, il faut que tu calcules les apprentissages que tu fais. Il faut que tu sais, il faut que tu C'est calcules vrai. aussi le fun que tu as à faire ça, la flexibilité que ça te donne. Fait que c'est juste que euh, c'est facile de de se créer une job puis de penser que on va s'en sortir, mais finalement, dans les fondamentaux de l'app que tu fais, soit tu payes pas assez cher, soit ton marché fonctionnera Ouais. jamais. Là, ça, je l'ai vu souvent. Tu vises, mettons, les travailleurs autonomes qui font de la cuisine chez eux. Puis là, tu te dis, bon, ben ça, c'est un marché qui est mal servi, puis c'est vrai. Le problème, c'est que même ce marché-là ne sera jamais capable de te rémunérer assez pour que tu vives de ton art ou que Ouais. tu vives de ton app. Fait qu'il y a comme, il y a aussi des dead ends, puis il faut pas que tu t'entêtes là-dessus. Ce que je vois beaucoup, puis ce qui est vraiment populaire de ce temps-ci chez les créateurs d'applications, puis ce qu'on voit beaucoup, c'est du monde qui vont en essayer beaucoup, une dizaine, une vingtaine d'apps dans l'espace Ouais. puis ça, puis là, ils vont après ça double down sur celles qui génèrent beaucoup d'argent. Fait que ça, de plus en plus, je pense qu'on voit des founders qui s'en vont plus dans cette direction au lieu de se casser la tête année après année à régler un problème qui finalement se règle pas, là. Ouais. Ouais, ce que dans la dernière Ouais, situation que tu viens d'illustrer, c'est je me suis créé exact. une job au final qui ne Ouais, génère pas plus d'équité, qui ne génère pas un ouais, asset que je vais pouvoir vendre ou qui va. Puis je me suis créé une job ouais, subpar du salaire que je pourrais ouais. aller chercher sur le market. Ok, c'est intéressant de voir, juste avoir je pense, ce train of thought-là Mhm. l'esprit des founders, tu sais, pour qu'ils fassent un Ouais, petit self-check. Mais j'ai le goût qu'on bounce un petit peu plus sur ce que tu viens de dire de on crée plusieurs produits comme ouais, ouais, entrepreneur, mettons, indépendant, puis ouais, on voit ce qui fonctionne, ouais. puis après ça, on double down là-dedans. J'ai comme des intuitions Hmm. paradoxales par rapport à ça. D'un côté, j'aime, mettons, le défaut à l'action. Fait qu'on crée, on construit, on market, on commercialise, puis on laisse le marché, notre audience, etc., nous dire qu'est-ce qui a le plus de valeur. Fait que j'apprécie beaucoup ça. D'un autre côté, j'ai l'impression que c'est un peu une loterie puis un spray and pray qui fait que t'es moins, je pense, intentionnel ou tu vas peut-être moins donner de love ou d'effort, mettons, de commercialisation puis d'atteindre un product market fit à tout ça. Puis tu vas juste essayer de te dire, OK, ben il y en a un qui va sortir puis
Alors que peut-être que t'es en train de tuer un paquet de bébés qui auraient pu devenir des... C'est un bon point. Des belles business. Je pense que la raison pourquoi tu dois en partir beaucoup, je crois, les fondamentaux qui fait que c'est vrai, il y a deux choses. La première, c'est que souvent, ces apps-là vont pas être des choses qui vont remplacer un full product ou un full circle qui est déjà payant. Tu sais, mettons que je fais une app. C'est pas un... Exact. Si je fais une app de CRM, comptabilité, ouais. je sais qu'il y a quelqu'un qui va l'acheter à un moment donné. Fait que si je me casse le basic assez longtemps pour régler le problème de bonne façon, puis je fais de la bonne commercialisation, je risque d'être capable d'avoir des clients. Fait que dans ce cas-là, je suis un peu d'accord avec toi. Souvent, c'est de régler des problèmes très nichés, un pont en pays entre deux apps que personne n'a vu. Comme je parlais de GPT Wrapper qui n'existait pas avant puis qui va possiblement pas exister dans les 6 prochains mois, mais tu te dis, garde, j'ai besoin de ça, je veux mettre ça sur le marché puis je veux voir ce que le monde en pense. Fait que la différence, c'est que c'est facile de savoir que tu as un product market fit avec une app comptable. Puis la plupart des apps, des assets qui vont te générer beaucoup plus de cash et à moindre effort, c'est des trucs que personne n'a pensé puis que tu as oublié, puis il faut que tu fasses des essais pour ça. Parce que la raison pourquoi personne n'y a pensé, c'est que c'était pas facile à trouver, right? Fait que si tu vas pas creuser, puis tu n'essayes pas, puis tu parles pas au marché, ça va vraiment être tough de trouver elle est où, la fameuse crevasse, où est-ce que tu peux te mettre, puis qu'il y a des gens qui vont payer pour ça. Là. C'est intéressant parce que, encore une fois, mon sentiment en t'écoutant parler, c'est un genre de sentiment de déchirement où est-ce que d'un côté, je suis comme, ben, c'est un peu ça que j'ai fait avec Ça se passe, d'aller me mettre dans une espèce de crevasse où est-ce que une triple niche de non seulement de la business, mais de la business en tech, non seulement de la tech, mais du SaaS, puis non seulement en français, mais juste au Québec, tu sais, genre, il y a personne qui l'avait essayé, du moins aussi précis que ça, puis ça fonctionne, tu sais, ça crée une business profitable. Bon, est-ce que tu te pas, payes assez pas une business encore vraiment profitable parce que je me paye pas encore assez, surtout par rapport à ma juste valeur sur le marché. La caméra peut pas la pogner. Mais fait que tu sais, je me dis most definitely. Puis je pense à quand j'écoute, mettons, des podcasts, puis j'entends parler d'un SaaS, puis je suis comme, oh my god, genre, cette espèce de valeur de proposition-là qui est offerte à ce type d'audience-là puis de clients-là exactement, puis que moi, j'aurais jamais pensé, puis que ça fait une belle business profitable, je suis comme, wow. Mais ça, c'est juste l'exploration qui fait ça. Tu sais, tu peux pas te lever la nuit. Ouais, mais l'exploration, c'est risqué. Puis c'est ça qui me trigger puis qui me déchire. Fait que pour finir mon histoire de déchirement, c'est genre les markets qui sont prouvés, là. Qu'il y a une douleur constante qui se répète génération après génération, puis qu'il y a un paquet de produits qui règlent ces problèmes-là, les solutions comptables, mettons, les QuickBooks, FreshBooks, etc. Ben, il y a du risque à la distribution, right? Comment tu vas réussir à te positionner, puis trouver ton edge, puis ton market fit, mais il n'y a pas du risque à la création, puis la production de cette app-là au départ. C'est-à-dire que tu le sais que si tu réussis à trouver une manière de bien distribuer ou de différencier, tu vas en créer de la valeur et de l'équité avec cette compagnie-là. Fait que j'ai comme l'impression que c'est deux approches complètement différentes. Mais quelqu'un pourrait dire qu'à la fin, tout est de la distribution, même dans les plus petites crevasses, t'essayes de justement, dans les plus petites niches, t'essayes de bâtir quelque chose qu'un client va vouloir, puis il faut que tu trouves une manière de le commercialiser, puis d'aller trouver ces gens-là. Mais oui, c'est une notion de risque tout le temps. Là. C'est une notion comme si c'est un spectre. Là. Je pense que la loi de l'effort, en fait, c'est que plus que tu trouves quelque chose que personne qui intéresse personne, puis tu trouves généralement, tu es capable de générer beaucoup plus de compound ou de multiples là-dessus que si tu vas dans une place qui est très compétitive. Puis plus que c'est évident, plus que c'est compétitif, mais plus que tu as de chances de faire de l'argent. En fait, ton assurance de faire de l'argent est plus grande dans un space compétitif, mais ton assurance de faire des multiples est plus intéressant, des multiples sur son temps est plus intéressant dans quelque chose qui est très niche. Je pense que c'est comme pour moi, le spectre que je verrais. OK. Puis tu penses, c'est méga intéressant parce que il y a un paquet de monde qui m'écrivent, Tom, puis sont comme Frank, c'est tellement nice ton podcast. Frank, t'es tellement nice. C'est nice, j'arrête. Non, c'est parce que j'achète la tête, je suis comme oui, t'as raison. T'es trop smart pour mes jokes de merde. Mais
alright, fait que ce que j'allais dire pour vrai, c'est il y a un paquet de monde qui m'écrit pis sont comme, je Ouais. suis en train de lancer un SaaS. Je suis en train de démarrer un SaaS, le podcast ça m'a inspiré, ou genre, je pense qu'on peut faire mieux qu'une affaire qui existe, ou whatever it is. Puis, de temps en temps, je prends le temps de rencontrer des jeunes founders, mettons, puis d'essayer d'être Oui. le mentor, ou Ouais, de les aider du mieux que je peux, tu sais. Puis je me rends compte que les personnalités sont vraiment, vraiment différentes, puis c'est ça ma question. C'est sur le spectre de, OK, tu vas lancer un paquet de nouilles sur le mur en explorant différentes micro-niches ou juste, pas de micro-niches, des marchés Ouais. mal servis, mettons, ou ou versus, mettons, tu vas construire quelque chose dans un marché, une catégorie qui est bien définie, puis qui a un potentiel de génération de valeur plus élevé. Ben, tu penses-tu que la personnalité influe beaucoup là-dessus? Plus que la personne est paresseuse, je pense plus qu'elle va avoir d'inclination à aller dans la partie où est-ce que tu vas chercher une micro-niche, parce que une fois que tu as réglé ça, tu as moins besoin de grinder. Dès que tu as une niche dès que tu vas dans un space qui est compétitif, puis je donne l'exemple CRM, système comptable, etc., tu le sais qu'il va falloir que tu te mettes le nez dedans, puis que tu grindes. Genre, ça sera pas un quick win, un get rich fast. C'est impossible. Là. En fait, ça va être assez difficile, à moins que tu aies vraiment une twist qui est. Puis là, encore là, si tu as une twist, là, tu décuples ton risque parce que tu vas investir beaucoup, beaucoup d'argent pour avoir quelque chose de complet. Puis là, with a twist, puis là, tu n'es même pas sûr que ça va se vendre. Tandis que. Mais moi, je pense que c'est une notion de paresse. Là. Puis il y a du monde qui sont plus prêts au grind que la commercialisation d'un SaaS demande. Ce qui veut dire, es-tu capable de monter une équipe de vente? Es-tu capable de monter ta machine marketing qui va faire rentrer du monde? Puis ça, c'est une autre. Puis souvent, ce qui arrive avec les micro-SaaS, c'est souvent ce qui manque, en fait. C'est que code quelque chose qui règle un problème, mais là, quand il s'agit de le commercialiser puis de dire, OK, comment est-ce que je vais le vendre au monde? Puis là, tu arrives au grind, tu arrives que là, tu sais, des fois, ta solution, il faut que ça soit des cold emails. Comme c'est ça, ton canal d'acquisition que ta solution demande, c'est du cold email ou du cold call, encore pire. Là, la personne fait comme non, j'ai codé de quoi dans mon sous-sol, j'ai aucune envie de commencer à faire ça. Mais comme il y a une adéquation entre c'est ce que tu as besoin pour commercialiser ton truc puis ce que ça fait, right? Fait que, en tout cas, fait que moi. Mais c'est le genre de SaaS exact. Qui mais ce qui est correct aussi, là, tu sais. Ben oui, c'est bien correct. Ça crée un marché où peut-être qu'une personne qui a un certain pouvoir d'achat va voir ça puis dire t'as peur, là, moi, si genre je mets 100 000 pour pogner ça, genre je renipe un tout petit peu la tech stack, oui. Moi, je suis capable de commercialiser ça. Moi, je l'ai fait, mettons, du SEO ou bien du cold emailing. Ça me fait pas peur. Puis c'est ça qui est intéressant avec les founders qui font plus qu'une business SaaS, mettons. C'est que le grind dont tu parles depuis tantôt, il y en a que ça va moins les intimider ou même moins être perçu comme du grind quand ils l'ont fait le playbook. Puis que genre, sont comme... Surtout quand ils ont fait le playbook, puis que là, ça n'a plus besoin d'être eux autres qui l'exécutent. Right? Parce que moi, mettons, tu me disais, OK, Frank, scale-moi cette SaaS-là via un canal organique de croissance comme le SEO. Man, je sais pas mal parce exactement quoi faire, tu comprends? Parce que je l'ai fait, mais hostie que ça me tente pas de le refaire, tu comprends? Fait que faudrait que genre j'aille soit les ressources nécessaires ou des partners nécessaires ou genre des ressources pour faire comme alright, voici le playbook, là, on exécute ça comme ça. C'est intéressant. Fait que j'ai l'impression aussi qu'on est en train de tracer, malgré nous, là, dans notre conversation un peu freeform, différents profils de SaaS founders. Puis c'est important que le monde catch ça, la diversité des approches à l'entrepreneuriat SaaS, man. Puis ça, c'est une des choses qui m'énerve quand les gens font une case puis disent ah ben une personne, un SaaS founder, ça lève du capital, puis comme ça tente d'aller IPO, ben exit pour des centaines de millions. Ou l'inverse, ah ben un SaaS founder, ça code dans son sous-sol, puis si c'est chanceux, ça trouve une manière d'acquérir des clients. Tu comprends? Non, tu sais, c'est un spectre, puis chaque personnalité concorde avec une manière d'approcher l'entrepreneuriat SaaS. Puis au bout du spectre, c'est les indie hackers. Je pense que ça vaut la peine de... C'est encore une catégorie d'entrepreneurs que je trouve qui résonne fort et qui est assez explicite dans son image, mettons. Les indie hackers,
Puis à l'autre bout, c'est quoi? C'est les super scalers? C'est les hyper croissance guys, girls? C'est drôle parce que ça. dans un Hein? des points dont on voulait discuter aujourd'hui, puis c'est peut-être un segue qu'on peut faire, tu parlais de Ouais, l'importance sure. du dollar par personne dans par tête dans une Par tête, SaaS. ouais. C'est un peu ça, dans le fond. Il y a des gens qui vont Ok, se ouais. dire hey, à quel point je suis capable de scaler ma SaaS en étant une seule personne? Est-ce que je suis capable de générer 1 million d'ARR avec une personne? Ouais. Puis il y a des gens qui sont capables de faire ça, là, puis ils se disent, moi, là, travailler avec du monde, ça me fait chier. Je suis vraiment bon pour tout exécuter. Je suis comme un homme orchestre, une femme orchestre. Je suis capable de tout faire, puis c'est ça que je veux faire. En fait, je suis confortable que j'exécute pas tout de façon optimale, mais le fait que j'ai pas besoin d'interagir avec du monde, c'est comme ça me plaît beaucoup. Fait que mon but, c'est de monter 1 million d'ARR tout seul. Puis il y a du monde qui sont capables de faire ça. Right? Fait que, tu sais, ça dépend aussi encore là, des personnalités. Puis, ce qui est le fun avec la technologie, c'est que d'un point de vue revenu par tête, ça l'a ouvert, tu sais, la hauteur de ça, le ratio de façon impossible. Là, tu sais, je regardais Nvidia puis, tu sais, son dollar, sa valorisation par employé, ça n'avait pas de bon sens. Mais tu sais, Nvidia, ouais, tu sais, ils sont rendus comme... Bref, ouais, mais il y a des millionnaires qui quittent Nvidia. Exact. Mais il y a beaucoup de SaaS aussi que c'est ça. Puis je pense que de plus en plus, c'est rendu une métrique qui est importante, cette notion-là de dollar par tête. Surtout parce que je pense qu'il y a une réalisation dans les grosses entreprises technologiques, puis il y a comme de se dire, hey, on a vraiment engagé beaucoup quand l'argent était gratuit dans les années pandémiques et pré-pandémiques, parce qu'on était capable de se financer facilement, puis la profitabilité était moins importante. Puis là, soudainement, on s'est dit, hey, finalement, on est 65 000 personnes ou on est 65 personnes, puis on pourrait en faire autant avec 20. Puis c'est plate à dire, là, mais peut-être pas autant, mais d'un point de vue équipe, d'un point de vue agilité, on pourrait en faire autant parce que tes actifs restent les mêmes, ton code reste le même, puis souvent ta vélocité de développement est quand même reste presque identique, même si tu slashes la moitié de ton équipe de développement dehors. Là. Ouais, mais je pense... Mais comme tu dis, dans l'époque ZERP, là, zéro intérêt, interest rates, peut-être que c'était plus facile de considérer le headcount comme une métrique importante ou que, vu que c'est une métrique un peu de vanité, peut-être que les gens y accordaient plus d'importance, alors que d'un point de vue comptable, je sais pas si comptable c'est le bon mot, mais le ratio justement de revenus annuels récurrents par tête, par employé, ça devrait être une métrique genre dont on est fier. Évidemment, c'est pas une métrique absolue, right? C'est-à-dire que si tu es dans un scale-up, puis que ton but c'est de relever une autre round de financement, j'imagine que tu vas vouloir, oui, considérer ça, mais ça n'a pas besoin d'être ton... Exact, ça va être plus les métriques d'acquisition dans ce cas-là. Je sais pas. Mais... Exact, de croissance. Mais cependant, je pense que c'est plus regardé qu'avant. Par le marché en général, par les gens qui vont financer, etc. Ils vont faire comme, OK, bon, mais tu sais, combien tu es capable de générer avec l'équipe que tu as, c'est quand même important parce que ça prouve une bonne utilisation des ressources. Ça prouve aussi justement que tes actifs travaillent pour toi. Donc, ton capital structurel ou tout ce que tu as monté est capable de générer des dollars au-delà du temps et de l'énergie que tu mets. Il n'y a quasiment pas de meilleure preuve que ça. Là. Dans le fond, ton automatisation et ta mécanisation, puis c'est la même chose au niveau d'un PIB d'un pays, mais pour une entreprise aussi, c'est à quel point une tête est capable de générer beaucoup de PIB. Ça veut dire, bon, ben, tu es une économie mature, donc automatisée, ou qui utilise justement la mécanisation. Même chose au niveau d'une entreprise. Plus que ton dollar par tête est élevé, plus que tu peux comprendre que les actifs que tu as créés travaillent pour toi et non que c'est du monde qui garoche du temps, qui font du support, qui font comme... Ouais. Ça, j'aime ça. De la manière que tu le cadres, là, tu le disais aussi en début de conversation, ce n'est pas ton temps qui génère 100% de ta valeur, mais c'est les choses que tu crées avec ton temps. Avec les actifs, que ce soit ton code ou des canaux de commercialisation bien huilés qui roulent presque par eux-mêmes ou des dollars investis, mettons, en argent qui, eux, en rapportent plus, en pub, qui en rapportent plus. Ça, j'aime ça, ce cadrage-là. Tu sais. Essaye de viser ça puis de te libérer de l'espèce d'attache au temps lancé sur un problème. Fait que ça, j'aime ça. Après ça, j'ai le goût de te demander, mettons, puis là, c'est question naïve, là, mais tu sais, là, on parlait beaucoup du revenu annuel par tête.
mettons dans une optique où tu es un SaaS bootstrapped ou mostly bootstrapped, puis la profitabilité est méga importante pour toi, est-ce qu'on devrait calculer aussi, genre, le profit par C'est tête? quasiment un facteur direct. Puis ça dépend encore du type OK. d'entreprise SaaS, là. Mais De un à l'autre, tu exact, veux dire? mais c'est parce que ce que je veux dire par là, c'est que généralement, 80% de tes charges ou tes dépenses quand tu es une SaaS, c'est des salaires. Oui, tu vas payer des coûts de serveur, oui, tu vas payer des trucs. Fait que Ouais, plus que ton c'est revenu vrai. par tête est élevé, plus que ton profit par tête est élevé, à moins que. Et où C'est ça. ce que. Ouais, je comprends. Il n'y a pas un Non, pas skimming en bas, vraiment. là, Puis, de... ou tu vas payer Ouais, tes ouais. gens très très cher, ce qui est techniquement. Puis des gens dans un bootstrap, c'est souvent tes founders, fait que, ou des gens, des employés clés. Fait qu'il y a plus d'argent qui Hmm. revient aux personnes qui travaillent dans l'entreprise. Fait que c'est c'est pour ça que je pense que le dollar par tête est une métrique un peu plus intéressante que le profit par tête. Puis elle se traduit pratiquement tout le temps par un Le profit revenu par par tête, tête. ouais. Puis c'est la Ouais, même chose dans beaucoup d'industries en t'as passant, là. raison. C'est juste que tu vas le comparer avec. Tu sais, dans les restaurants, c'est vrai aussi. Dans le service professionnel, c'est vrai aussi. Plus que tu es capable de faire ce fameux multiple-là, généralement, ça se transfère en profit. Euh, Pas toujours, mais dans le cas d'une entreprise technologique, vu que tu es souvent asset light, c'est du profit, là. OK. Euh, J'ai Ouais, un paquet d'autres questions. Je me demande si j'en slide une autre tout de vas-y. suite. Es-tu game qu'on en fasse une autre? J'ai le goût qu'on parle un petit peu de Runway. Puis avant de parler de ça, juste pour clore ce qu'on vient de dire, ça serait cool, il l'a peut-être, là, mais qu'il y ait un index de quand tu es un SaaS Mhm. de tel type, c'est-à-dire, mettons, solopreneur, indie hacker, bootstrap, mostly bootstrap, fundé, ou qui roule peut-être pour un private Mhm. equity, tu sais, qui a été acquis, là. Ben, tu sais, puis t'es dans, mettons, Mhm. telle verticale d'industrie, Mhm. mettons, le médical versus je sais pas, Ouais, le manufacturier, ben, les revenus par tête, le ouais. benchmark, il est à peu près à ça. Parce que j'ai l'impression que de tendre vers cette asymétrie-là, c'est Oui. positif pour la compagnie, mais c'est tough à faire si t'as pas de Oui, référent, I un des guess. enjeux que j'ai avec ça, c'est que le milieu du SaaS est tellement difficile à benchmarker parce que Ok. oui, tu es un SaaS, mais comment dire, justement parce que c'est tes actifs qui génèrent de l'argent et que la nature de tes actifs est tellement différente d'une compagnie à l'autre. euh, oui, tu peux te Hmm. benchmarker, c'est correct, mais moi, si j'avais un conseil à donner à mes clients, c'est comme, regarde pas trop les autres, regarde toi, là. Est-ce que, en ce moment, tu as engagé Ok. 10 personnes de support parce que tu n'as pas réglé fondamentalement les problèmes de ton application qui faisaient que les gens contactaient tout le temps le support? Tu sais, si toi, en tant que founder, tu avais à faire le support tout seul, Ouais. qu'est-ce que tu aurais réglé il y a 5 ans ou il y a 6 mois dans ton app pour que le monde arrête de contacter des gens puis de garocher du temps au problème? Puis c'est correct qu'un temps, là, puis tu sais, je pense à certains de mes fournisseurs qui ont utilisé de l'AI, de l'Assistance in India, pendant longtemps avant d'utiliser du vrai Artificial Intelligence. C'est correct, ils ont mis du temps pour régler Hmm. les problèmes, mais à un moment donné, il faut que tu te dises, OK, mais comment est-ce que je suis capable de le régler pour de vrai, là? Fait que, en tout cas, moi, Hmm. euh, j'ai tendance à dire que pour cette question-là, tu es mieux de regarder ton nombril. Le benchmark est tellement dur à dire, OK, ben, est-ce que ça Ok. respecte vraiment ma réalité, là? Ouais. C'est hot ça, man, parce que c'est des choses sur lesquelles je me suis pas ouvert vraiment quand Ouais. j'étais avec Snip. T'sais. J'ai commencé à réfléchir à ces choses-là vers la fin quand Mhm. j'étais le CEO. Genre, ben là, c'est-tu bon notre Ouais. ratio à nous autres? Genre? Fait que là, qu'est-ce que je faisais? Tu Ouais. poke un autre founder, genre, tu poke un actionnaire. Vous autres, c'est quoi? T'sais? Ah, ok, bon. Ah, eux autres, ils ont un esti de gros bureau, Ouais. nous autres, on est Ouais. distribués, ou vice-versa. T'sais. Fait que c'est tough. J'aime ça le focus sur qu'est-ce que tu veux toi construire. Puis la grosse. La leçon dans ce que tu dis, c'est idéalement, tu construis quelque chose où est-ce que les assets génèrent de la valeur, puis pas le Exact. temps que tu lances dans des problèmes génèrent de la valeur. Ça, c'est une grosse leçon. C'est Mhm. bien formulé, fait que Mhm. je vais tenter de m'en rappeler. La dernière question que j'aurais, je pense, par rapport à ça, c'est tu sais, au début, là, tu lances une startup, do Ouais. things that don't Ouais. scale, tu l'entends souvent, c'est comme un classique, puis c'est vrai, tu sais. Moi, juste quand j'ai lancé Ça se passe, man, il y a des affaires que je faisais au début que, genre, Ouais. ça scale pas pantoute, là. Écrire à 50 personnes que je connais un message personnalisé pour dire, je pense que cet épisode de podcast-là avec Thomas Louis, tu vas l'aimer. Je peux pas faire ça Non, non, après 100 mais des fois, épisodes tout le faut temps. que ça roule. Euh,
Ouais, exact, c'est ça. Mais, fait qu'il y a un moment où t'arrives, où est-ce que lancer du temps sur le problème, ça ne fait plus de sens. Mais ce que je trouve tough en SaaS, c'est que souvent, t'as tellement d'esprits d'ingénieurs qui sont dans la compagnie que leur premier réflexe, ça va même pas être de lancer du temps puis de l'effort manuel. Ça va être de créer un process ou une automatisation, de builder quelque chose, du code, souvent, pour régler ça. Puis je sais, moi je suis comme un évangéliste du côté hey man, on est scrappy puis on lance du temps puis le plus longtemps possible jusqu'à temps que je me fasse tellement chier que je suis sur le bord de lancer mon ordi à quelque part, tu sais, puis là je vais dire ok, build-moi quelque chose, tu sais, faites quoi, genre. Mais je sais jamais, tu sais, mettons un entrepreneur me dit ok, mais quand est-ce que je fais lequel, tu sais. Puis on dirait que je suis comme je sais pas qu'est-ce que je dirais, genre c'est quoi ma règle de pouce sur quand est-ce que t'es rendu à coder puis à déployer quelque chose de plus sophistiqué ou à continuer de lancer du temps. Écoute, je pense pas qu'il y a de réponse parfaite à ça. Non, c'est ça. Ça dépend vraiment de la situation dans laquelle les personnes se retrouvent. Je pense que les gens qui sont expérimentés se rendent compte que oui, c'est bien d'avoir des machines, mais comment dire, dans une entreprise, tout finit par être une certaine automatisé ou une machine, même des humains en vente, même tout, même tout finit par être comme peut être délibéré, dans le sens. Fait que souvent les gens, je pense qu'ils sont en technologie, ont tendance à dire OK, ben I'm gonna scale the machine, mais parfois you need to scale humans too. Il y a besoin, t'as besoin d'avoir un funnel, un VP vente qui est capable d'engager 10 personnes, qui est capable d'engager, d'avoir cette grosse machine-là. Tu regardes des histoires comme HubSpot. Oui, d'un point de vue technologique, ils ont fait le travail, mais la raison pourquoi HubSpot est là, c'est qu'ils ont vraiment, vraiment pensé de façon délibérée à une machine de vente, puis à vraiment c'est quoi leur playbook, puis comment ils font. Fait, surtout dans des. Puis on revient au début de la question, surtout dans des marchés contingentés, tu peux pas juste bâtir ta machine, ton code. Il faut que tu bâtisses aussi la machine de distribution et de commercialisation qui est à côté. Sinon, ça ne marchera pas. Là. Ouais. Non, c'est excellent. Puis je pense qu'il y a juste qu'on lance cette discussion-là dans l'univers puis que le monde qui la pogne puisse avoir ces questions-là dans leur tête. Hey, c'est quoi que je suis en train de faire là? Je suis en train de lancer du temps ou de builder de quoi de custom? Puis aussi, un des points de Do Things That Don't Scale que je veux répéter, que je veux dire, c'est que le monde pense que la raison pourquoi tu fais des Do Things That Don't Scale, c'est que tu es en mode découverte, puis si tu commences à scaler un processus qui n'est même pas nécessaire, tu perds ton temps. Fait que Do Things That Don't Scale, c'est un processus d'exploration. Ce n'est pas comme de dire je remplace l'automatisation. Non, c'est parce que tu sais vraiment pas ce que tu as besoin d'automatiser et ce que tu dois prioriser. Alors, de le faire manuellement va te donner où sont les douleurs. Puis tu vas savoir très vite c'est où c'est le plus douloureux. Là. Puis c'est ça que tu vas régler. Mais c'est plus un processus d'exploration pour moi qu'un processus de dire OK, on remplace la machine. Parce qu'à la fin, tout devrait être automatisé, je crois, là, dans une business qui est mature. Là. OK. Puis ça me fait rendre compte que pour revenir aux personnalités, moi, man, j'ai une personnalité assez paresseuse. Fait que dès que j'ai un process qui marche à genre 60-70%, même s'il est efficace, disons, à 60-70%, man, des fois, je suis capable de laisser ça rouler là, longtemps. Là. Puis des fois, je suis comme en arrière dans ma tête, puis je me vois... Des fois, je me vois, mettons, faire mes show notes du podcast ou genre des affaires de même, puis je suis comme... Dude, si tu prenais un avant-midi, là, ton flow serait 10 fois mieux, c'est sûr, à 100%. Mais il y a de pas de l'entropie, mais de l'habitude, de la rouille qui pogne. Puis c'est comme, ah man, ça marche. Puis genre, je suis tellement busy, tellement occupé que je vais pas changer ça tout de suite. Fait que je trouve que, mettons, là, il y a une embauche qui se fait pour ça se passe en ce moment, tout ça. Puis à construire une compagnie un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus grosse, ou dans mes futurs projets, je voudrais avoir des rituels de remise en question de nos processus puis de nos tâches, tu sais, avec une certaine fréquence. C'est comme s'il faut que tu dédies du temps pour remettre en question certains trucs. Sinon, des fois, ça se fait pas ou ça se fait trop, dépendamment de si c'est une culture de paresseux ou d'ingénieur, genre. Ben, je pense que une culture de paresseux finit par être une culture d'ingénieur. Moi, je le vois le même, là. C'est que... Mais, peut-être, ouais. Ben, parle-moi du chiffre d'abord. Tu sais, comment vous avez pas eu un niveau d'automatisation aussi élevé que ce que vous avez aujourd'hui dans les 10 dernières années? Fait que
comment tu changeais, à quelle fréquence ou de quelle manière tu changeais C'est tes drôle parce process, que genre? nous autres, on s'est désautomatisé avec le temps. Comme, ouais. Au début, Ah on ouais! était vraiment plus puriste sur le niveau d'automatisation qu'on avait. Puis avec le temps, ce qu'on s'est rendu OK. compte, c'est que nos clients, ce qui les intéressait, c'était pas notre niveau d'automatisation, c'était notre niveau de white glove qu'on allait avoir avec eux autres. Fait que, Hmm. puis le conseil, malheureusement, ça s'automatise pas. Ça va se mettre dans un playbook, comme, mettons, à la McKinsey, tu vas avoir, mettons, les 14 piliers McKinsey, puis tu peux faire ça avec une entreprise SaaS aussi technologique. Mais ça, c'est pas automatisé, c'est harmonisé au pire, là. Fait que OK. nous autres, on s'est. Au début, tu sais, Harmonisé. c'est parce que quand tu travailles avec un comptable puis tout est automatisé, euh, tu réalises pas la valeur, tu réalises pas. Puis la plupart de tes choses Hmm. aussi ne s'automatisent pas. C'est dans les cracks qu'on trouve notre valeur. C'est quand quelque chose tombe dans le crack, c'est le comptable qui le ramasse. Ou quand quelque chose tu sais, c'est vraiment OK. là. Ah, j'ai un événement exceptionnel dans ma vie, j'ai besoin de mon comptable. Oui, tu en as besoin dans la récurrence, c'est important, mais tu vas attribuer beaucoup moins de valeur à ça qu'au moment où est-ce que le comptable va Exact. faire comme Hey, tu sais, c'est une situation unique ici, là, puis moi, je vais t'aider à naviguer dans ces eaux grises-là. Là. Fait que je te dirais que oui, on a quand même une grosse partie automatisée. C'est comme ce qu'on a bâti au début est encore là. C'est juste que ce qu'on a rajouté par-dessus ne sont pas des automatisations. C'est des OK. gens avec de l'expérience, des émotions, une compréhension. Fractional Exact, CFOs, exact. Que là, ils mettons, vont faire. des Exact. Puis services ça, de. Ouais. malheureusement, ça scale moins, mais ça a beaucoup plus de valeur. T'sais, fait que, Hmm. Ouais. Ben, moi, en tant que client, c'est ça ma ouais. valeur perçue aussi. C'est les fois où je m'assois avec Jean-Gab, puis que je fais là, dude, là, genre, explique-moi comment je devrais gérer mon cash flow. Ou ben, là, dude, là, genre, je veux faire tant de revenus, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, les salaires que je peux Mhm. payer à une nouvelle personne. Puis là, il me pose des questions, puis il me challenge. Puis c'est sûr que, genre, l'état des résultats qu'il me présente, puis la gestion des dépenses avec Dex, tout, tu sais, c'est comme, Ouais, c'est smooth, puis c'est le fun, mais c'est drôle parce que je parlais avec Étienne ouais. Mirno, qui était un de vos clients, hein. Puis en tout cas, on travaille sur un case study avec lui, puis tout, puis il disait, tu sais, c'est un peu traite, puis sans cœur, parce que des fournisseurs de services, mettons comme le chiffre, quand ça va bien, tu Ouais, t'attends à ce que ça aille ouais, bien. Fait que t'es pas nécessairement ouais, genre wow. Mais il dit c'est quand il y a des moments plus justement de conseils ou des crunchs avec des investisseurs ou des acheteurs potentiels que là, puis que là, ces personnes-là show ouais. up avec du knowledge, puis genre là, tu Exact. perçois de la Fait que, valeur. Mais alors, t'es comme tout le temps sur une ligne de toute marche avec ma tenue de livre. Ça marche exact. pas, c'est de la merde. Mais sinon, c'est pas genre ça marche Ben, c'est wow. ça. C'est comme un facteur Je veux d'hygiène, ta Alex. tenue de livre. Il faut que ça marche tout court. Puis là, tu Ouais, sais, fait que c'est comme si tu prends ta douche tous les matins. Si tu t'en rends pas compte que tu as pris ta douche, mais si à un moment donné tu l'as pas pris, là, tu vas être en maudit. Fait que c'est la même ah ouais. chose. Faut juste s'assurer que ça arrive. Ouais, ma blonde, on s'en Exact. rend compte. Faut juste qu'on s'assure que tes livres prennent leur douche tous les mois puis que ça aille bien. Puis après ça, le conseil, là, c'est là que tu vas voir de la vraie valeur. Fait que c'est pour ça que l'automatisation, oui, mais il y a des choses qui s'automatisent moins. La vente aussi, là, Ouais. dès qu'une SaaS passe du mode free sign-up ou freemium ou comme à un mode Ouais, entreprise, self-serve, à un self-serve, mode là. entreprise, c'est souvent là que la chaîne débarque. Ouais. Parce que là, soudainement, faut que tu commences à là, j'ai un processus de procurement qui est vraiment spécial parce que ça fait 15 ans qu'on l'a, puis il y a 8 personnes qui sont impliquées. Puis là, il y a du monde qui font comme OK, non, 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 je vais pas là. Mais ceux qui y vont aller se trouver une récurrence genre de 30 000 MR par mois, puis De c'est fou. eux autres parce qu'ils ont Ouais. voulu passer à Ouais. travers ça. Euh, Chez Douda, ouais, c'était vrai de ça, dude. Les hoops, les sorties à travers lesquelles on sautait pour vendre Douda chez du mid-market puis du enterprise, là, ouais, moi, j'avais jamais vu ça, là, parce que Snipcard, c'était l'apogée ouais, du self-serve, puis de écris-moi un courriel, puis exact, pas plus, là. Puis si jamais tu trouves mon numéro de téléphone à quelque part, exact. genre, Mais une je te bloque. stratégie SEO souvent amène Mais ça. Ouais. exact, exact. Mais chez Douda, c'était impressionnant. Puis, tu sais, moi j'étais des deux bords. C'est-à-dire qu'on essayait de le vendre à une grosse compagnie qui voulait implémenter, mettons, le CMS, ou on essayait d'adopter un nouveau tooling, puis là, ça passait à travers notre Mhm. procurement. Fait que moi, je pouvais pas juste, genre, mettre ma carte de Ouais, crédit pour un ouais, nouveau SaaS, tu comprends, genre? Fait que c'était épouvantable. Mais comme tu dis, la grosse majorité du revenu de Douda, ça venait des gros crises de deals qui ont jumpé à ouais. travers ces cerceaux-là. Puis ça Non, non, churn parce que pas c'est de tough même, rentrer, là. c'est tough sortir. Là. Puis c'est un peu Ben, la c'est même ça. chose avec une relation comptable. Là.
J'espère que le prochain titre de ton post LinkedIn, ça va être est-ce que vos livres prennent leur douche chaque jour? Ça serait fort avec Chris. Je sais pas si la croche, le monde va faire comme qu'est-ce que c'est ça, là. Ouais. Alors, j'ai pas besoin de te donner de conseils de Non, copie, non. anyway, d'autres tu te débrouilles fucking bien. Tom, man, c'est juste un plaisir de pouvoir jammer avec toi sur tous ces sujets-là. On va voir ce qu'on clip de ça, ce qu'on share, mais... Ça va partout. Je suis pas vraiment... Ouais. Ben, c'est parfait. J'ai pas la phrase clé, là. Tu sais, il y a du monde qui sont capables d'être punchés. Moi, je suis pas, moi, c'est ça. Ben, j'aime ça parler avec toi, François. Ouais, ben, ils écriront des tweets, ce monde-là. Là. Nous autres, on fait un autre type de contenu. Dude, take care, puis j'ai hâte de te retrouver à Montréal. Salut. Bye bye.